Hello les petits choux à la crème, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, surtout que vous prenez soin de vous, que vous faites attention et que vous êtes vraiment en bonne santé. Ne faites pas des bêtises, restez vraiment le plus possible chez vous. Je sais que c'est pas évident, bien sûr, mais voilà, c'est important pour vous et pour votre entourage et pour votre famille. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul, le book haul du mois d'avril. Oui, j'ai quand même réussi à mettre la main sur quelques livres euh, que j'ai commandé donc au début du mois d'avril. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai un retard fou dans mes vidéos et que vous voyez des book hauls pas du bon mois, on va dire, mais c'est pas grave. Et oui, voilà, je suis en tout cas très contente d'avoir pu acheter quelques livres. J'ai pas été dans la folie non plus, donc j'étais assez raisonnable, ça va. Donc j'ai plus de romans à vous présenter cette fois-ci et une encyclopédie particulière parce qu'elle concerne Harry Potter. Donc si vous êtes fan, restez, restez. Donc je vais commencer par un livre. En fait, je suis allée faire des courses au supermarché et je suis passée, j'ai de la chance dans le supermarché, il y a un rayon livre et je me suis dit bon tiens, j'irai bien voir ce qu'ils ont. Et il y a un livre qui était dans ma wishlist depuis pas mal de temps, c'est Interphile d'Antonin Hedger aux éditions PKJ. Voilà, et c'est Et si le monde entier avait accès à vos émotions. Ça avait l'air assez intéressant, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, Nathan et ses amis sont en permanence connectés à Interphile, un réseau social qui permet de partager ses émotions. Pour la majorité des habitants de la planète, connaître les émotions de chacun est tout aussi naturel que téléphoner. Mais un événement tragique va bouleverser Nathan. Fasciné par Elisabeth, une sans réseau, qui vit en marge de la société, il voit toutes ses certitudes vaciller. Ce que les deux adolescents découvriront pourrait bien changer le monde à jamais. Alors apparemment le tome 2 est déjà sorti et le tome 3, parution en juin 2020, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un livre qui est écrit quand même en petit. Voilà, assez aéré quand même, mais ça va. Voilà, c'est pas non plus... j'ai vu pire, et puis c'est quand même espacé, donc c'est très bien. Et c'est un livre qui nous fait quand même, on dirait pas comme ça, mais c'est un beau bébé, parce qu'il fait plus de 500 pages. Il fait 500... 540 pages, les amis. 540 pages, on ne dirait pas comme ça, hein. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le fait de, voilà, de savoir que tout le monde a connexion aux émotions des autres, etc. Et apparemment c'est une trilogie, donc à voir. De toute façon, je reviens vers vous avec des points lecture assez réguliers, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors ensuite, ça me tentait vachement bien ce livre. J'en ai entendu parler sur la chaîne Hmm. Les chroniques de l'imaginaire, je pense que c'est ça, les chroniques de l'imaginaire, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un livre de Brandon Sanderson. Moi, Brandon Sanderson, j'ai eu l'occasion de lire L'âme de l'empereur. C'est un de ses plus petits livres et j'ai adoré. Et j'ai encore Fils de brume dans lequel je dois me lancer, mais qui est une bonne Bible. Celui-là, je ne sais pas si c'est un one-shot, je n'en ai aucune idée. C'est Les Légions de poussière de Brandon Sanderson aux éditions Pocket. Pocket, tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est pas un des plus connus, hein. Directement, on va vers Fils des Brumes ou encore l'autre série, je reviens plus dessus. Mais voilà, Fils des Brumes, c'est quand même le plus connu. Et l'âme de l'empereur n'est pas connue vraiment beaucoup non plus, et pourtant c'est une très belle histoire. Ici, on se retrouve avec Joël, qui est un élève de la prestigieuse académie Armédius, et est un passionné de rhythmatique, cet art qui permet de dessiner d'une simple craie des figures quasi impénétrables et de donner vie à des créatures fantastiques. Déjà, c'est très attirant. Mais Joël ne possède pas ce talent.
Ayant tout de même réussi à devenir l'assistant de l'éminent professeur Fitch, il se trouve dans le secret de l'enquête sur les disparitions qui frappent les étudiants rhythmaticiens de l'université, apparemment attaqués par des créolins, ces voraces êtres de poussière de craie. Mais comment est-ce possible ici, si loin de la ligne de front de Nébraska défendue par les meilleurs rhythmaticiens? Joël n'appartient peut-être pas à leur caste, mais sa persévérance va lui ouvrir les portes des mystères de cette curieuse magie et en changer à jamais la pratique. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans un monde totalement innovateur, totalement nouveau, voilà, avec des dessins voilà, qu'on fait à la craie et on arrive avec des créatures, etc. Ça a l'air vraiment pas mal. C'est écrit à peu près de la même façon que l'autre livre que je vous ai montré. Et c'est un livre qui fait... Ah, c'est bien parce qu'on a des dessins. Il y a des dessins et même des dessins de genre de licorne. Je sais pas ce qu'elles sont. Oui, en même temps, avec les rhythmaticiens, on aurait pu s'en douter. Mais voilà, là, je viens d'en trouver. C'est sympa, ça. Ouais, ça a l'air sympa, hein. Et donc, je vous disais, c'est un livre de... eh bien, de 500 pages. Voilà, c'est un beau bébé. Pour moi, à partir de 500 pages, c'est un beau bébé. Donc, voilà, j'ai hâte de lire ce livre. Ça a l'air différent, encore une fois, un univers différent. Et alors, un que je suis vraiment contente, je ne savais pas, pendant un petit temps, je n'avais pas su qu'il était sorti en poche. Et ça, il me tentait bien parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fantasy orientale. Et donc, j'ai eu l'occasion de me prendre Rosen, le tome 1, aux éditions J'ai lu, et c'est de Laetitia Danae. Et il y a un tome 2, je pense que c'est une duologie, si je ne dis pas de bêtises, donc juste deux livres tout simplement. Et là, enfin déjà rien que la couverture, voilà, mille et une nuits, emportez-moi s'il vous plaît. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu la quatrième de couverture. Je n'ai jamais demandé à naître Jean. Être comme moi, c'est l'assurance de mener une vie d'incertitude. La discrétion est devenue une seconde nature pour nous. Et pourquoi? Pour échapper à des êtres vicieux, avides de ce qu'ils ne peuvent obtenir autrement que par la force. Rosen Kaplang est une princesse Djinn, une magie ancestrale coule dans ses veines. Pour cette raison et durant de longues années, ses ancêtres ont souffert de la domination des Dagnir. Depuis, la paix a été rétablie, une paix au goût amer et incertain. Afin de tirer un trait définitif sur ce douloureux passé, une union entre princesses et princes héritiers est envisagée. Mais peut-on se fier à un peuple qui a maintenant le vôtre en esclavage pendant des siècles? Rosen devra choisir entre la résignation, la fuite ou la rébellion. Donc, hâte de lire cette duologie, je pense. En tout cas, de la commencer, mais je dois terminer Rebelle du désert, le tome 3. Et à partir de ce moment-là seulement, j'entamerai cet autre livre fantastique oriental. Donc, mes Rebelles du désert me plaît vraiment beaucoup et j'ai envie de terminer la saga. C'est écrit assez gros, c'est un gros caractère, donc je pense que ça peut se lire assez vite. Et au niveau des pages, on arrive près des 500 pages, on est aux 472 pages, voilà. Donc on est encore dans un autre style, hein. Vous voyez, j'aime bien moi un peu varier tout ça, ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me dire évidemment, vous, si vous avez fait des acquisitions de livres, ce que vous avez acheté, sur quoi vous avez craqué, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir. Et encore, c'est encore à cause de cette demoiselle que j'ai craqué pour ce livre. C'est les Chroniques de l'imaginaire, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Si j'y pense, je la mettrai en barre d'infos. Si j'oublie, dites-le moi. Elle fait des points lecture et je découvre des livres qu'on ne voit pas spécialement partout sur toutes les chaînes, donc c'est sympa. Ça s'appelle Le Tyran des songes d'Oren Miller aux éditions Relinks. Voilà. On a une belle couverture assez particulière, un peu sombre évidemment, et ça a l'air, ça a l'air d'être un livre sympa, mais c'est surtout ce qu'elle en a dit qui m'a fait plaisir. Et puis voilà, on a des dessins somptueux. Je ne sais pas, tiens, qui est la personne qui a dessiné. Je vous dirai ça. On retrouve aussi des plus petits dessins.
Donc ça a l'air sympa, vraiment. Ouais, je dis oui. Voilà, je vais pas vous montrer, mais il y a plusieurs illustrations. Donc déjà, c'est un très beau livre, très bel objet livre. Et je vous lis du coup la quatrième de couverture. Alors, à présent, mon cher, voici comment on tue correctement. Efficace, reconnut l'acolyte sur un ton blasé, mais vous n'avez aucun mérite, vous êtes la mort. Emma lit dans les âmes. Elle voit le vrai visage de ceux qu'elle croise et elle déteste ce talent qu'elle subit depuis l'enfance. Mais d'autres, dans l'ombre, l'observent aussi et s'apprêtent à lui montrer que toute sa vie n'est que mensonge et redoutable illusion. Emma plonge alors dans un univers cruel où dieux et déesses antiques, sorciers, magiciennes et autres créatures se disputent une partie d'échecs grandeur nature dont elle est l'enjeu. Elle doit alors s'enfuir, éviter les dangers, survivre coûte que coûte, et découvrir pourquoi le marchand de sable s'intéresse autant à elle. Sauf que l'un des joueurs de cette folle partie n'est pas comme les autres. La mort n'aime pas perdre, elle n'aime pas non plus attendre. Alors, quand elle se trouve assez proche pour souffler sur votre nuque, vous n'avez que deux options, gagner ou courir, toujours plus vite. Je trouve que c'est franchement bien amené. Moi déjà, en fait, quand je vois dieux et déesses antiques, sorciers, magiciennes et autres créatures, le marchand de sable et la mort elle-même, ça a l'air d'être sympa, hein. Voilà, l'univers a l'air d'être assez sympathique. C'est écrit assez... pour moi, c'est ok, j'ai envie de dire, hein. On a du contenu et il y a aussi de la conversation. Donc ça a l'air sympa. C'est pas, vous voyez, tous des blocs à lire. Donc ça, c'est chouette. Et c'est un livre qui est un bébé, encore une fois, on dépasse les 500 pages. On est à 539 pages et je ne sais pas si c'est un premier tome, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Donc il faudrait peut-être que je me renseigne à ce niveau-là. Ensuite, pour les fans d'Harry Potter, revenez par ici parce que je vous présente une encyclopédie que j'avais mis dans ma wishlist depuis un bon bout de temps. Et je suis contente que j'ai réussi à l'avoir parce que je ne sais pas combien de temps les livres de Harry Potter, il y a des versions qu'on a du mal à avoir maintenant. Ou alors on peut les trouver en occasion mais à un prix de fou parce que c'est Harry Potter bien sûr. C'est Le Monde Antique de Harry Potter, encyclopédie illustrée par Valentine Lecalais de Blandine Lecalais également aux éditions Stock. Voilà, et je peux vous dire que j'ai déjà lu un mot, et en fait, dans cette encyclopédie, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve en fait, comment vous l'expliquer? Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ici, on a le cyclope, avec des illustrations, comme je vous l'ai dit. Ici, on va trouver, allez, je ne sais pas, l'estrange Radolphus, l'estrange Bellatrix. Voilà. Donc, c'est une encyclopédie. Donc, je vais essayer de trouver... on a quoi d'autre? Des fois, c'est un peu plus long. On a Poudlard, on a Potter Lily, voilà. Donc, on a du coup pas mal d'explications. Mais qu'est-ce que c'est finalement, vu que c'est une encyclopédie, n'est-ce pas? Je vais essayer de vous retrouver un mot. Alors, vous me connaissez, enfin, pour ceux qui me connaissent, j'adore les encyclopédies. Je suis fan d'encyclopédies, d'atlas, des choses, en tout cas, qui peuvent m'apprendre. Des contes, des légendes. Et oui, voilà. Et j'avais pris un mot au hasard et j'avais envie de voir ce qu'il en était. Donc j'ai déjà fluoté dans mon livre. Oui, peut-être que pour certains, ça risque d'être affreux. Mais voilà. Donc on parle ici d'esclavage. Et je vais vous lire un petit peu comme ça va vous donner une petite idée parce que c'est pas très long. Et vous allez ainsi avoir une idée de c'est quoi exactement cette encyclopédie concernant Harry Potter, le monde de Harry Potter. Donc elle a pris le mot esclavage, enfin l'auteur a pris le mot esclavage et elle nous dit: la société des sorciers est esclavagiste. Les tâches domestiques sont effectuées par des elfes de maison, considérés comme la propriété de leur maître. Donc effectivement, il y a dans le monde d'Harry Potter, on sait bien qu'elle traite de J.K. Rowling traite de l'esclavagisme.
À Poudlard, ce sont des elfes qui assurent, en toute discrétion, la préparation des repas et le nettoyage du château. Certains maîtres traitent leurs elfes de façon extrêmement cruelle, et pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, vous savez de qui on va parler maintenant. Eladora Black a instauré la tradition de décapiter les elfes de maison devenus trop vieux pour effectuer correctement leur service. Lucius Malfoy brutalise son elfe Dobby sans la moindre mauvaise conscience. Malgré la charge de travail qui leur est imposée et les mauvais traitements qu'ils subissent parfois, les elfes de maison sont attachés à leurs conditions. Ils ne conçoivent pas de vivre autrement qu'en esclavage et considèrent comme une humiliation le fait d'être payés. Lorsqu'Hermione prend conscience de l'existence des elfes, elle se met à militer en faveur de leur affranchissement. Mais sa société d'aide à la libération des elfes rencontre peu d'écho. La plupart des sorciers ne considèrent pas que l'esclavage des elfes soit moralement répréhensible et les elfes eux-mêmes ne ressentent pas la nécessité de sortir de leurs conditions. Un maître peut néanmoins, s'il le souhaite, libérer son elfe de maison en lui offrant un vêtement. L'elfe est alors considéré comme affranchi. À la fin de Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry remet à Lucius Malfoy le journal de Tom Jedusor dans lequel il a glissé une chaussette. Lucius Malfoy se débarrasse du journal en le remettant à Dobby sans se rendre compte que par ce geste il affranchit son elfe. La procédure d'affranchissement imaginée par J.K. Rowling est inspirée de celle qui accourt chez les Romains. Lors de la cérémonie d'affranchissement, le maître coiffe son esclave d'un bonnet de feutre appelé le pileus. L'affranchi porte ensuite le pileus comme signe distinctif de son nouveau statut. Le pileus se rapproche par sa forme d'un bonnet originaire de Phrygie, une région d'Asie mineure, qui est en fait l'actuelle Turquie, le fameux bonnet phrygien. Sous la Révolution française, ce bonnet est censé symboliser l'affranchissement du peuple, libéré de l'esclavage qu'il subissait sous la monarchie. Et puis, on a encore un petit texte, et puis on arrive à la fin. Dans le tome 5 de la saga, Hermione tricote des chaussettes, des écharpes et des bonnets informes qu'elle dissémine dans la salle commune de Gryffondor, dans l'espoir que les elfes de maison les ramassent en faisant le ménage et puissent ainsi s'affranchir. Ces bonnets informes sont sans doute une discrète référence au pileus des Romains. Donc j'aime bien le fait qu'il y ait une explication, en fait, c'est juste trop top, vraiment. Donc voilà, j'avais hâte de me le procurer et voilà, de temps en temps je viens et j'apprends quelque chose et ça me fait super plaisir. Donc si ça vous tente, et eh bien voilà. Ensuite, ça faisait tellement longtemps que je l'avais dans ma wishlist mais que j'hésitais. Et pourtant, je n'ai entendu que des éloges sur ce livre, sur le deuxième aussi. Et je sais pas, c'est quand j'ai écouté une youtubeuse, une booktubeuse, qui a dit c'était tellement bien, il y avait tellement de voilà des jeux mis en place, c'est pas des jeux, je sais plus exactement, des épreuves de magie mises en place que ça m'a donné envie, ça m'a fait le déclic. Je me dis j'ai envie d'essayer. Il ne s'agit d'autre que de la saga Nevermore, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Voilà, donc le deuxième est sorti aussi, le troisième je pense qu'il est pour bientôt. Alors, je vais vous lire donc la quatrième de couverture, évidemment, si vous n'avez pas déjà entendu parler de ce livre très connu. Morrigan Crow est née le jour du Merveillon, ce qui signifie deux choses. 1. Elle est maudite. 2. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Et voilà, apparemment, ça a vraiment fait... elle a vraiment fait sensation. Elle a vraiment fait du grand bruit. Mais du bon bruit, je vais dire, cette saga. Et du coup, ben, je suis... voilà, j'ai envie de connaître moi aussi, de voir si ça me plaît. Et si ça me plaît, de me procurer le tome 2. Alors on a à chaque nouveau chapitre, on a des petites illustrations apparemment.
Voilà, je vais essayer de trouver un autre chapitre. Voilà, ici on a les parapluies. J'imagine qu'on comprendra, n'est-ce pas? Oui, c'est sympa. Voilà, et alors c'est écrit très très grand. Voilà, alors là, niveau taille, niveau police, on est bien. Donc effectivement, ça doit se lire du coup très très vite. Et bon, on est presque au bébé, mais on n'y est pas. C'est un livre qui fait 474 pages et comme c'est écrit assez grand, voilà, je pense que ça doit être quelque chose qui se lit vraiment assez vite. Après, il faut voir la plume, mais je n'en doute pas de ce que j'ai entendu en tout cas. Et le dernier livre, mesdames et messieurs, le dernier livre n'est autre que la fin d'une saga. Et j'ai j'ai les trois premiers livres en fait en livre de poche. Mais voilà, je ne pouvais pas attendre parce que je ne sais pas quand la sortie poche va être imprimée. Et puis avec voilà tout ce qui se passe, ce qui s'est passé avec le corona. Ouais, clairement, c'est clair que ça retarde les choses et du coup, ah bah, j'ai pas su attendre. J'ai pas su attendre pour me procurer le quatrième et dernier tome de la passe miroir de Christelle Dabos, qui est La tempête des échos, aux éditions Gallimard Jeunesse. Oui, voilà. Voilà. Donc c'est un peu bête hein, que j'ai les trois poches et puis que je me retrouve avec celui-ci en grand format, mais écoutez, voilà, je j'ai pas envie d'oublier. L'univers est particulier, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un univers qui a été créé de A à Z. On est vraiment dans de la fantasy. Et si on n'est pas bien dedans, immergé, et si on espace trop les lectures, eh bien, ça n'a plus trop de sens en fait. On s'y perd et, ça va pas. Ça va pas. Donc je vais pas spécialement vous lire. Je vais pas spécialement vous lire hein, ce quatrième tome. Sachez juste qu'on se retrouve avec Ophélie qui est une passe miroir, c'est-à-dire qu'elle a le don de traverser les miroirs et de se retrouver dans un autre endroit. Et c'est aussi je ne sais plus comment on dit, j'ai oublié, vous voyez. Je sais aussi qu'elle a le don que, voilà, lorsqu'elle prend un objet, je vais prendre à la souris, elle va pouvoir remonter le temps et voir qui l'a eu en main, qui l'a utilisé, qui l'a construite, voilà, à la première personne qui a construite cette souris. Hein, voilà. Donc elle a ce talent-là. Elle en acquiert d'autres par la suite, ce qui ne se développe pas vraiment beaucoup. Ça c'est un peu dommage. Je ne sais pas s'ils vont se développer dans ce quatrième tome. Ce serait sympa, enfin. Euh, mais c'est un monde particulier, donc on retrouve Ophélie, elle qui vit sur le pôle d'Anima dans le premier tome, et puis pour finir, elle va être obligée de se marier à Thorn, qui est vraiment un être taciturne, qui parle très peu, qui est vraiment glacial. On n'ose pas lui adresser la parole parce qu'il envoie tout le monde balader. Il a vraiment. C'est pas un personnage que j'apprécie, franchement. Même si ça le fait bien dans le récit, mais je l'apprécie pas, voilà, clairement. Et du coup, on va se retrouver avec les dernières aventures. Il s'est passé plein de choses et voilà. Donc j'ai hâte de connaître la fin. Vraiment. Donc je vais essayer de ne pas me le caser trop tard pour pas oublier. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un peu de tout. On a genre quelque chose d'un peu dystopique au niveau peut-être des émotions, des connexions, tout ce qui est un peu réseaux sociaux. Puis on se retrouve ici avec un univers de rythmaticien, voilà, qu'on peut donner vie à des créatures par la craie, pardon. Ici, on est dans un univers peut-être fantastique, fantasy orientale. Ici, on se retrouve avec, je vous l'ai dit, le marchand de sable, la mort, et avec des dieux, des déesses, etc. Ça a l'air particulier, ça a l'air sympa. Une encyclopédie, parce que c'est bien d'apprendre des choses. Et puis là, on se retrouve avec, on nous dit pas grand-chose, mais voilà, un monde particulier, hein, et une héroïne peut-être particulière aussi. Et puis on termine avec La passe miroir, qui est là aussi de la fantasy pure, où un monde a été totalement créé de A à Z par Christelle Dabos.
Voilà pour mon book haul du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné des idées. Peut-être que vous avez déjà lu un de ces livres. Vous pouvez me dire brièvement ce que vous en avez pensé. Et puis de me dire aussi si vous aussi vous avez fait des achats et si vous avez craqué. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.